En 1830, 15 ans après Waterloo, la France respire mal. Les Bourbons sont revenus sur le trône avec leurs valises pleines de rancœur et leurs idées d'Ancien Régime. Louis XVIII avait tenté de jouer l'apaisement, mais son frère Charles X, qui lui succède en 1824, décide de remonter le temps. Pour lui, la Révolution française n'était qu'une parenthèse regrettable qu'il faut refermer au plus vite. Charles X se souvient de tout. Il se souvient de son frère Louis XVI guillotiné, de Marie-Antoinette exécutée, de la fuite ratée à Varennes. Il se souvient qu'il a dû fuir la France en 1789 et qu'il a passé 25 ans en exil. Maintenant qu'il est roi, il veut effacer ces années comme si elles n'avaient jamais existé. Il veut rendre aux nobles leurs privilèges, à l'Église sa puissance d'avant 1789, et faire taire tous ceux qui osent parler de liberté. Mais la France de 1830 n'est plus celle de 1789. Entre-temps, Napoléon est passé par là avec ses réformes, son code civil, ses idées d'égalité devant la loi. Des centaines de milliers de paysans ont acheté des terres confisquées aux nobles et à l'Église. La bourgeoisie s'est enrichie, a pris du pouvoir et n'entend pas le lâcher. Quant aux ouvriers des villes, ils ont goûté aux idées révolutionnaires et ne veulent plus courber l'échine. Le pays traverse aussi une crise économique terrible. Les récoltes de 1828 et 1829 ont été médiocres. Le prix du pain flambe, les salaires baissent, les ateliers ferment. Dans les quartiers populaires de Paris, la misère est partout. Les filatures de textiles licencient par centaines. Les banques font faillite les unes après les autres. Le peuple a faim et, quand le peuple a faim, il devient dangereux pour les rois. Charles X ne voit rien de tout cela. Enfermé dans son château de Saint-Cloud à l'ouest de Paris, il vit comme si la Révolution n'avait jamais eu lieu. Il multiplie les cérémonies religieuses, rétablit le sacre à Reims en 1825 avec toute la pompe de l'Ancien Régime, vote une loi d'indemnisation pour les nobles émigrés qui fait hurler l'opinion publique. On appelle cette loi le milliard des émigrés, car elle doit coûter 1 milliard de francs aux contribuables pour dédommager ceux qui ont fui pendant la Révolution. Le roi a aussi ses têtes. En août 1829, il commet l'erreur fatale de nommer Jules de Polignac président du Conseil. Polignac, c'est l'homme qu'il ne fallait pas. Fils de la duchesse de Polignac, la meilleure amie de Marie-Antoinette, émigrée dès 1789, arrêté sous Napoléon pour avoir conspiré contre l'empereur, cet homme incarne tout ce que les Français détestent de l'Ancien Régime. Les journaux libéraux le décrivent comme un fanatique, un mystique dangereux qui prétend avoir des visions de la Vierge Marie. Sa nomination provoque un tollé général. L'opposition libérale se renforce d'élection en élection. En 1827, elle gagne la majorité à la Chambre des députés. Ces députés ne sont pas des révolutionnaires, ce sont pour la plupart des bourgeois, des banquiers, des avocats, des propriétaires terriens qui veulent simplement que le roi respecte la charte constitutionnelle de 1814, ce texte qui est censé garantir un minimum de liberté. Le 18 mars 1830, 221 députés signent une adresse au roi. Ce texte, l'adresse des 221, rappelle poliment mais fermement que le gouvernement ne peut pas fonctionner sans l'accord des députés. C'est une mise en garde claire. Changez de politique ou préparez-vous à l'affrontement. Charles X répond par le mépris. Le 16 mai, il dissout la Chambre et convoque de nouvelles élections pour juin et juillet. Le roi espère que les Français vont élire une majorité qui lui sera favorable. Il se trompe complètement. Les élections des 19 juin et 23 juillet 1830 sont un désastre pour le pouvoir. Non seulement l'opposition libérale conserve sa majorité, mais elle la renforce. Elle passe de 221 à 274 députés sur 402. Le message est clair. Les Français n'en veulent plus de ce gouvernement rétrograde. Charles X refuse de comprendre. Il refuse de renvoyer Polignac. Il refuse de changer de politique. Il décide alors de passer en force, de faire un coup de force constitutionnel qui va mettre le feu aux poudres. Le 25 juillet 1830, dans le château de Saint-Cloud, Charles X signe 4 ordonnances qui vont déclencher la Révolution. Ces textes ont été rédigés en secret quelques jours plus tôt au château de Millemont, propriété de Polignac, dans la forêt de Rambouillet. Le roi et ses ministres pensent qu'ils ont le droit de faire cela en vertu de l'article 14 de la Charte qui leur permet de prendre des ordonnances en cas de danger pour l'État.
La première ordonnance suspend la liberté de la presse. Désormais, tous les journaux devront demander une autorisation préalable pour paraître. La censure est rétablie. Tout ce que la Révolution de 1789 avait conquis en matière de liberté d'expression est balayé d'un trait de plume. La deuxième ordonnance dissout la Chambre des députés qui vient d'être élue et qui ne s'est même pas encore réunie. Les Français ont voté il y a quelques jours à peine, et le roi annule leur vote comme si de rien n'était. La troisième ordonnance change les règles électorales. Elle supprime la patente et l'impôt sur les portes et fenêtres du calcul du cens électoral. Cela paraît technique, mais l'objectif est clair, éliminer du corps électoral tous les commerçants et industriels, toute cette bourgeoisie urbaine qui vote contre le roi, pour ne garder que les grands propriétaires fonciers, la noblesse terrienne qui lui est fidèle. La quatrième ordonnance convoque de nouvelles élections pour septembre, des élections qui se dérouleront selon les nouvelles règles truquées. Ces ordonnances sont publiées le lundi 26 juillet dans le Moniteur, le journal officiel du gouvernement. Paris se réveille ce matin-là sans savoir que tout va basculer dans les heures qui viennent. Le 26 juillet au matin, quand les Parisiens découvrent les ordonnances, la stupeur laisse place à la rage. Dans les bureaux des journaux d'opposition, c'est l'effervescence. Au siège du National, rue Le Pelletier, un jeune journaliste de 33 ans nommé Adolphe Thiers se met à écrire. Sa plume court sur le papier. Il rédige une protestation qui va devenir l'étincelle de la Révolution. Le régime légal est donc interrompu, celui de la force est commencé, écrit Thiers. Il dénonce un coup d'État, appelle les Français à la résistance. Ce texte est signé dans la journée par 44 journalistes venus de 12 journaux différents. Le National, Le Temps, Le Globe, le Journal du Commerce décident de paraître le lendemain sans demander l'autorisation du gouvernement, en violation directe de la première ordonnance. Les commerçants et les patrons des ateliers, touchés par la modification du système électoral, comprennent qu'on veut les écarter du pouvoir. Beaucoup donnent congé à leurs ouvriers pour la journée. Officiellement, c'est à cause de la situation politique incertaine. Officieusement, c'est pour que ces ouvriers soient libres de descendre dans la rue si le mouvement de protestation se développe. Les imprimeries du quartier de la Bourse et des grands boulevards ferment les unes après les autres. Les maîtres imprimeurs se sont concertés. Si on veut museler la presse, ils ne travailleront pas. C'est une forme de grève avant l'heure. Dans l'après-midi, les députés libéraux tentent de s'organiser. Ils se réunissent chez Casimir Perier, un riche banquier. Ils sont inquiets mais ne veulent pas aller trop loin. Ce sont des bourgeois, des hommes d'ordre qui craignent le désordre. Ils rédigent des protestations, envisagent des recours juridiques, mais refusent d'appeler ouvertement à l'insurrection. Louis Bérard et Alexandre de Laborde sont les plus audacieux. Ils rejoignent les journalistes du National pour soutenir leurs protestations. Le soir tombe sur Paris. Les rues sont anormalement pleines pour un lundi de juillet. Des groupes se forment, discutent, s'échauffent. On sent que quelque chose est en train de se passer, mais personne ne sait encore quoi exactement. Le mardi 27 juillet au matin, Paris est méconnaissable. Les boutiques ne lèvent pas leurs rideaux de fer. Les ateliers restent fermés. Les ouvriers ne vont pas au travail. À la place, ils se rassemblent sur les places, dans les rues du centre de la ville. Le Palais Royal devient un immense forum où des orateurs improvisés montent sur les chaises des cafés pour haranguer la foule. Les journaux d'opposition ont réussi à paraître malgré l'interdiction. Leurs vendeurs les distribuent dans les rues. Quand la police tente de saisir les journaux et d'arrêter les imprimeurs, les attroupements se multiplient. Les commissaires qui viennent fermer les imprimeries sont accueillis par des huées, parfois par des jets de pierre. Rue Saint-Honoré, rue du Coq, dans le quartier du Palais Royal, les premières échauffourées éclatent. Des jeunes gens brisent les réverbères, arrachent les pavés des rues, renversent des charrettes pour bloquer les passages. Les premières barricades apparaissent, d'abord timides, puis de plus en plus hautes, de plus en plus solides. Ces barricades, c'est la grande arme des révolutionnaires parisiens. Dans les rues étroites du Paris de 1830, avant les grands travaux d'Haussmann, il suffit de mettre une charrette en travers, d'y ajouter des tonneaux, des échelles, des pavés arrachés à la rue, pour créer un obstacle infranchissable. Les rues de Paris font parfois à peine 3 ou 4 mètres de large. Une barricade bien placée peut paralyser tout un quartier.
Les insurgés qui érigent ces barricades ne sont pas des va-nu-pieds. Ce sont des ouvriers qualifiés, des compagnons, des artisans, des étudiants aussi. Beaucoup d'entre eux ont fait leur classe dans les sociétés secrètes républicaines qui se sont développées sous la Restauration. Ils savent s'organiser, établir des tours de garde, rationner les munitions quand ils commencent à récupérer des armes. Le maréchal Marmont, duc de Raguse, commande les troupes royales à Paris. C'est le pire choix possible. Marmont est détesté depuis 1814, quand il a trahi Napoléon en négociant avec les Alliés. Les soldats l'appellent « Ragusade », un jeu de mots méprisant sur son titre et la limonade. Il ne dispose que de 12 000 hommes environ, car la plus grande partie de l'armée se trouve en Algérie, où Charles X a lancé une expédition militaire quelques semaines plus tôt. Marmont ordonne à ses troupes d'évacuer les barricades et de disperser les attroupements. Mais ces soldats n'ont aucune envie de tirer sur le peuple. Beaucoup sont issus des mêmes milieux que les insurgés. Certains ont des parents, des amis parmi les manifestants. Les affrontements du 27 juillet sont violents, mais encore localisés. On compte déjà des morts des deux côtés, mais le bilan reste limité par rapport à ce qui va suivre. Dans la soirée, Paris est coupé en deux. Les quartiers populaires de l'Est, du Centre et du Nord sont aux mains des insurgés. Les Tuileries, le Louvre, quelques casernes restent contrôlées par l'armée royale. Mais les barricades se multiplient dans la nuit. On en compte déjà plusieurs centaines. À Saint-Cloud, Charles X refuse de comprendre la gravité de la situation. Polignac lui assure que tout va rentrer dans l'ordre, qu'il s'agit de quelques agitateurs, que l'armée va facilement rétablir l'ordre. Le roi va à la chasse, comme d'habitude. Il ne rentre qu'en fin de journée et ne semble pas inquiet. Le mercredi 28 juillet, Paris se transforme en champ de bataille. La nuit a été courte pour les insurgés. Ils ont consolidé leurs barricades, récupéré des armes là où ils pouvaient, dans les armureries pillées, dans les casernes abandonnées, parfois simplement auprès de soldats qui leur ont donné leurs fusils. Marmont organise ses troupes en 3 colonnes qui doivent converger vers les points stratégiques de la capitale. Son plan est simple sur le papier: reprendre l'hôtel de ville, dégager les grands axes, démanteler les barricades. Mais sur le terrain, c'est un désastre. Rue Saint-Antoine, l'artère qui mène à la Bastille, les cuirassiers de la garde royale tentent de charger. Ils se retrouvent pris au piège. Des fenêtres, des toits, les Parisiens leur jettent tout ce qui leur tombe sous la main. Des tuiles, des pavés, des bouteilles, des meubles entiers. Les chevaux glissent sur les pavés mouillés, s'affolent sous la grêle de projectiles. Les cavaliers, malgré leurs cuirasses et leurs casques, ne peuvent rien faire. Ils doivent rebrousser chemin sous les huées de la foule. Les barricades se révèlent redoutablement efficaces. Les troupes qui parviennent à en prendre une découvrent que, derrière elles, d'autres barricades ont été dressées. Elles se retrouvent isolées, coupées du reste de l'armée, encerclées dans des rues étroites où chaque fenêtre, chaque porte cochère peut cacher des tireurs. La population entière participe au combat. Les femmes fabriquent des munitions, soignent les blessés, ravitaillent les combattants. Les enfants servent de messagers, courant d'une barricade à l'autre pour transmettre les informations. Les vieillards montent les pavés du rez-de-chaussée aux étages supérieurs pour qu'on puisse les jeter sur les soldats. L'hôtel de ville devient un enjeu crucial. Le général Talon parvient à l'atteindre dans l'après-midi avec sa colonne. Il l'occupe pendant quelques heures, mais il est isolé. Les autres colonnes n'ont pas pu le rejoindre. Sous la pression des insurgés qui affluent de la rive gauche, il doit l'évacuer vers 11 heures du soir et se replier vers les Tuileries. Les soldats commencent à déserter. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. Ils enlèvent leur uniforme, rejoignent les insurgés, parfois leur donnent leurs armes et leurs munitions. Des régiments entiers changent de camp. Les officiers n'en croient pas leurs yeux. Comment peut-on trahir le roi? Mais pour les soldats, ce n'est pas une trahison. Ils refusent simplement de massacrer leurs frères. Dans la soirée, une rumeur se répand comme une traînée de poudre. On a pris l'arsenal. Les insurgés ont mis la main sur des milliers de fusils, des munitions, des canons même. Le rapport de force bascule définitivement. Les révolutionnaires ne sont plus une bande d'émeutiers armés de bâtons et de quelques fusils de chasse. Ils deviennent une véritable armée populaire. Marmont comprend qu'il est en train de perdre. Il ordonne à ses troupes de se regrouper autour du Louvre, des Tuileries et de la place Vendôme. Il espère tenir ses positions en attendant des renforts de province.
Mais les renforts n'arriveront jamais à temps. À Saint-Cloud, Charles X commence enfin à s'inquiéter. Les rapports qui lui parviennent sont alarmants. Polignac continue de minimiser la situation, mais d'autres conseillers pressent le roi de retirer les ordonnances. Il est trop tard. Le mouvement est lancé et personne ne peut plus l'arrêter. Le jeudi 29 juillet est le jour de la victoire. Dès l'aube, Paris se réveille hérissé de barricades. On en compte plus de 4000 dans les quartiers populaires. Le centre de la ville est un labyrinthe de fortifications improvisées où l'armée royale ne peut plus pénétrer. Les insurgés lancent l'assaut final contre les dernières positions royalistes. Le Louvre, les Tuileries, la caserne de Babylone sont attaqués de toutes parts. Les combats sont d'une violence inouïe. Les canons tonnent, les fusils crépitent. La fumée de la poudre envahit les rues au point qu'on ne voit plus à 20 mètres. Les polytechniciens, ces étudiants de la prestigieuse école polytechnique, jouent un rôle décisif. Avec leurs connaissances en ingénierie et en balistique, ils organisent les défenses, calculent les trajectoires de tir, construisent des barricades scientifiquement conçues pour résister aux assauts. Leur uniforme leur vaut le respect des autres insurgés. Quand un polytechnicien prend la tête d'une barricade, la défense devient immédiatement plus efficace. Le pont d'Arcole, ce petit pont qui enjambe un bras de la Seine près de l'hôtel de ville, devient le théâtre d'un épisode légendaire. Un jeune homme dont on ne connaîtra jamais le vrai nom brandit un drapeau tricolore et se lance sur le pont sous le feu des soldats. Il tombe, mortellement blessé, mais son exemple galvanise les insurgés qui se ruent à sa suite et emportent la position. On l'appellera le héros d'Arcole et on lui érigera plus tard une statue. Le palais Bourbon, où siège la Chambre des députés, tombe aux mains des révolutionnaires dans la matinée. Les barricades qui le protégeaient sont submergées par le nombre. Les soldats qui le défendaient ont déposé les armes plutôt que de continuer un combat sans espoir. Vers midi, une garde nationale est reconstituée par acclamation populaire. Son commandement est confié à un homme qui incarne à lui seul toute l'histoire révolutionnaire française, le marquis de Lafayette. À 73 ans, Lafayette est une légende vivante. Il s'est battu en Amérique aux côtés de Washington. Il a joué un rôle majeur dans la Révolution de 1789. Il a commandé la garde nationale sous Louis XVI. Maintenant, 40 ans plus tard, il reprend du service. Lafayette s'installe à l'hôtel de ville qui devient le quartier général de l'insurrection. De là, il coordonne les derniers assauts, reçoit les délégations, tente de maintenir l'ordre dans Paris pour éviter les pillages et les violences inutiles. Marmont est acculé. Ses troupes sont épuisées, démoralisées, rongées par les désertions. Il comprend que la partie est perdue. Dans l'après-midi, il ordonne la retraite générale vers Saint-Cloud. Ses soldats évacuent les Tuileries, abandonnent le Louvre, se replient en désordre. Les insurgés les laissent partir. Ils ne veulent pas de massacre, ils veulent juste que l'armée s'en aille. À la tombée de la nuit, Paris est entièrement aux mains des révolutionnaires. Le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge flotte sur tous les monuments publics. Les Bourbons l'avaient remplacé par le drapeau blanc de la monarchie à la Restauration. Maintenant, il revient, symbole de la victoire du peuple sur le roi. Le bilan des 3 journées est lourd. Les chiffres exacts restent discutés. Le gouvernement de Louis-Philippe reconnaîtra plus tard 504 morts chez les insurgés et 163 chez les soldats. Mais ces chiffres sont largement sous-estimés. D'autres sources parlent de près de 800 tués du côté des révolutionnaires, peut-être 1000, et plus de 4000 blessés au total. Les hôpitaux de Paris débordent. Les églises se transforment en morgues, où les familles viennent identifier leurs morts. À Saint-Cloud, Charles X assiste impuissant à l'effondrement de son règne. Les nouvelles qui lui parviennent sont catastrophiques. Paris est perdu. L'armée a été vaincue. Marmont lui-même conseille maintenant de retirer les ordonnances et de renvoyer Polignac. Le roi accepte enfin, mais il est trop tard. Plus personne ne veut de lui. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, Charles X et sa famille quittent Saint-Cloud pour Rambouillet, plus au sud. Le roi espère encore pouvoir négocier, peut-être garder son trône en acceptant de vraies réformes. Il ne comprend pas que les Parisiens ne veulent plus de lui, qu'ils l'ont chassé définitivement. Le 2 août, Charles X abdique au profit de son petit-fils, le duc de Bordeaux, qui n'a que 9 ans. Il espère que les Français accepteront cet enfant comme roi, avec une régence qui assurerait la transition.
Mais cette abdication arrive trop tard, et personne n'en veut à Paris. La famille royale prend le chemin de l'exil. Charles X se rend d'abord à Cherbourg, où il s'embarque pour l'Angleterre. Il vivra en Écosse, puis en Autriche, et mourra en 1836 à Gurs, aujourd'hui Gorizia en Slovénie, sans avoir jamais revu la France. Comme son frère Louis XVI, comme tant de Bourbons avant lui, il finit sa vie en exil, symbole d'un monde qui ne reviendra plus. Pendant que Charles X fuit vers le sud, Paris s'interroge sur l'avenir. Qui va gouverner maintenant? La question divise profondément les vainqueurs des Trois Glorieuses. Les républicains, ceux qui se sont battus sur les barricades, veulent proclamer la République. Pour eux, c'est l'aboutissement logique de la Révolution. Ils ont chassé un roi, ils ne veulent pas le remplacer par un autre. Mais les députés libéraux, la bourgeoisie qui a financé l'opposition à Charles X, ne veulent pas de la République. Ils se souviennent de la terreur de 1793, des massacres, de l'instabilité. Ils craignent qu'une république ne dégénère en dictature populaire, en guerre civile, en chaos économique. Ils veulent l'ordre, la stabilité, la continuation des affaires. Ces députés libéraux se réunissent dès le 29 juillet dans l'hôtel particulier de Jacques Laffitte, un riche banquier. Ils décident de proposer une solution de compromis, garder la monarchie, mais changer de dynastie. À la place des Bourbons, ils choisissent les Orléans, une branche cadette de la famille royale, représentée par Louis-Philippe, duc d'Orléans. Louis-Philippe a 57 ans en 1830. C'est un homme qui a navigué entre tous les régimes. Fils de Philippe Égalité, ce noble qui avait voté la mort de Louis XVI avant d'être lui-même guillotiné, il a combattu dans les armées révolutionnaires à Valmy et Jemappes. Puis il a émigré quand la terreur est devenue trop dangereuse pour lui. Il a vécu en exil, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis même. Il est rentré en France sous la Restauration et a vécu discrètement au Palais Royal, cultivant une image de prince libéral, proche du peuple, éloigné des excès de la cour. Les députés libéraux nomment une commission municipale qui s'installe à l'Hôtel de Ville dès le 29 juillet. Cette commission, dirigée par des hommes comme Laffitte, Casimir Périer et François Guizot, se présente comme un gouvernement provisoire. Son objectif est clair, prendre de vitesse les républicains et imposer la solution orléaniste avant que le mouvement populaire ne proclame la République. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, des affiches mystérieuses apparaissent sur les murs de Paris. Elles ne sont pas signées, mais on devine qu'elles viennent des députés libéraux. Charles X ne peut plus rentrer dans Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses divisions. Elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Le 30 juillet, un petit groupe de 47 députés sur 700 nomme Louis-Philippe lieutenant général du royaume. C'est un titre provisoire qui lui donne le pouvoir en attendant de décider de la forme définitive du gouvernement. Louis-Philippe accepte et rentre à Paris au milieu d'une foule immense. Le 31 juillet 1830 est un jour décisif. Louis-Philippe se rend à l'Hôtel de Ville où Lafayette commande la garde nationale et où se pressent les républicains qui veulent proclamer la République. La situation est explosive. Si Lafayette refuse Louis-Philippe, si les républicains le rejettent, Paris peut s'embraser à nouveau. Louis-Philippe arrive en fin de matinée. Il traverse des rues encore jonchées de débris de barricades, de pavés arrachés, de traces de combat. Sur le balcon de l'Hôtel de Ville, Lafayette l'attend. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Ils ont tous les deux participé à la Révolution de 1789. Ils partagent des idées libérales, mais Lafayette est un républicain convaincu. Devant la foule massée sur la place, Lafayette présente Louis-Philippe comme la meilleure des républiques. Cette formule ambiguë permet de ménager les républicains tout en sacrant le nouveau roi. Puis Lafayette enveloppe Louis-Philippe dans un immense drapeau tricolore et l'embrasse publiquement. C'est l'accolade qui fait basculer l'histoire. Lafayette justifiera plus tard son choix par plusieurs raisons. D'abord, les députés viennent d'être réélus démocratiquement et ils soutiennent Louis-Philippe. Il lui semble difficile de ne pas reconnaître leur légitimité. Ensuite, il craint qu'une république ne déclenche une guerre civile. Plusieurs départements restent monarchistes. Diviser le pays maintenant serait suicidaire. Enfin, Lafayette redoute l'intervention des monarchies européennes. Si la France proclame la République, l'Autriche,
La Prusse, la Russie risquent d'envahir le pays comme ils l'ont fait après 1792. Mais beaucoup de républicains vivent ce moment comme une trahison. Ils ont pris les armes, ils ont combattu sur les barricades, ils ont vu leurs camarades tomber, et au final, on leur donne un nouveau roi à la place de l'ancien. Un roi peut-être plus libéral, mais un roi quand même. Le Saint-Simonien Prosper Enfantin écrit quelques jours plus tard « Qui a vaincu lors de ces 3 journées ? Les prolétaires, c'est-à-dire le peuple. La révolte qui vient de s'opérer est moins une révolution qu'un escamotage. » Le 7 août, la Chambre des députés modifie la Charte constitutionnelle de 1814. Elle supprime l'article 14 qui permettait au roi de gouverner par ordonnance. Elle renforce les pouvoirs du Parlement. Elle fait du catholicisme non plus la religion d'État, mais simplement la religion de la majorité des Français. Le drapeau tricolore remplace définitivement le drapeau blanc. Le roi ne sera plus roi de France par la grâce de Dieu, mais roi des Français par la volonté nationale. Le 9 août 1830, Louis-Philippe prête serment devant la Chambre et devient officiellement roi. Il refuse de se faire sacrer à Reims comme les rois de l'Ancien Régime. Il ne porte pas la couronne fermée des Bourbons, mais un simple chapeau rond. Il ne s'habille pas en costume royal, mais en bourgeois, avec un parapluie et une redingote. Cette mise en scène soigneusement orchestrée doit montrer qu'il n'est pas un roi comme les autres, qu'il est le roi citoyen, le roi des barricades. La Révolution de 1830 n'affecte pas seulement la France. Comme une onde de choc, elle se propage à travers l'Europe entière. En Belgique, l'insurrection éclate dès le mois d'août contre la domination hollandaise. Le 4 octobre, la Belgique proclame son indépendance. Les grandes puissances tentent d'intervenir, mais la France de Louis-Philippe soutient les Belges. Un compromis est trouvé. La Belgique devient un royaume indépendant et neutre sous Léopold de Saxe-Cobourg. En Pologne, l'insurrection contre l'Empire russe commence en novembre 1830. Les Polonais espèrent l'aide de la France révolutionnaire, mais Louis-Philippe refuse de s'engager. Il ne veut pas de guerre avec la Russie. L'insurrection polonaise est écrasée dans le sang en 1831. C'est l'une des premières déceptions de ceux qui croyaient que la Révolution française allait libérer tous les peuples d'Europe. En Italie, dans les États pontificaux, en Allemagne, des mouvements libéraux et nationaux se développent, inspirés par l'exemple français. Partout, on rêve de chasser les rois absolus, d'obtenir des constitutions, des libertés. Mais partout aussi, ou presque, ces mouvements sont réprimés par l'Autriche et les monarchies conservatrices. En France même, la Révolution de Juillet ouvre une période de tension. Les républicains ne désarment pas. Ils organisent des manifestations, des émeutes même, pour réclamer la République. Les ouvriers qui se sont battus sur les barricades découvrent que leur situation ne s'améliore pas. Le chômage reste élevé, les salaires restent bas, la misère reste la même. En novembre 1831, les Canuts de Lyon, ces ouvriers de la soie, se révoltent. Ils réclament un tarif minimum pour leur travail. Le gouvernement envoie l'armée. C'est la première fois sous Louis-Philippe que des troupes tirent sur des ouvriers. La répression est brutale. Les Canuts résistent pendant plusieurs jours avant d'être écrasés. En juin 1832, les obsèques du général Lamarque, un héros des guerres napoléoniennes, devenu député d'opposition, dégénèrent en insurrection. Des barricades se dressent à nouveau dans les quartiers populaires de Paris. Les combats durent 2 jours. L'armée bombarde les positions insurgées au canon. Cette fois, la répression fait plus de 800 morts. Victor Hugo s'inspirera de ces événements pour écrire « Les Misérables ». Lafayette, déçu par Louis-Philippe qui gouverne de plus en plus comme un roi ordinaire, prend ses distances. Il meurt en 1834, amer de voir que sa révolution de juillet n'a pas apporté les changements qu'il espérait. Sur son lit de mort, il refuse de recevoir un prêtre et demande qu'on l'enveloppe dans un drapeau américain et un drapeau tricolore français, les 2 révolutions de sa vie. Le régime qui naît de la Révolution de 1830 s'appelle la monarchie de Juillet. Il durera 18 ans, jusqu'en 1848, quand une nouvelle révolution chassera Louis-Philippe à son tour. C'est un régime hybride qui essaie de concilier la monarchie et les principes révolutionnaires, l'ordre bourgeois et les aspirations populaires. Louis-Philippe étend légèrement le droit de vote
en abaissant le cens électoral de 300 à 200 francs d'impôts par an. Mais cela reste extrêmement restrictif. Le corps électoral passe de 100 000 à 200 000 électeurs sur une population de 33 millions d'habitants. Seuls les riches votent. Les ouvriers, les paysans, les artisans, tous ceux qui se sont battus sur les barricades en juillet 1830 restent exclus du suffrage. Le régime se veut libéral. La presse connaît une liberté relative, bien plus grande qu'avant 1830. Les journaux d'opposition peuvent paraître, même s'ils sont régulièrement poursuivis en justice et condamnés à des amendes. Le dessinateur Honoré Daumier croque férocement Louis-Philippe en forme de poire, symbole de la bourgeoisie repue. Ces caricatures font le tour de Paris et agacent prodigieusement le roi. Mais le régime reste répressif envers les mouvements ouvriers et républicains. Les lois sur les associations interdisent tout regroupement de plus de 20 personnes sans autorisation préalable. Les syndicats ouvriers sont illégaux. Les grèves sont réprimées. Le gouvernement craint par-dessus tout une nouvelle révolution qui viendrait de la gauche. Sur le plan économique, la monarchie de Juillet favorise la bourgeoisie d'affaires. C'est l'époque où François Guizot, Premier ministre de Louis-Philippe, lance sa fameuse formule « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Les banques se développent, les chemins de fer commencent à couvrir le territoire, l'industrie se modernise. Mais les profits vont aux patrons et aux actionnaires, pas aux ouvriers qui travaillent 12 à 14 heures par jour pour des salaires de misère. La politique étrangère de Louis-Philippe déçoit tous ceux qui espéraient que la France révolutionnaire allait soutenir les mouvements nationaux et libéraux en Europe. Le roi refuse de s'engager en Pologne, abandonne les Italiens, négocie avec les monarchies conservatrices. Il veut être reconnu par les autres souverains européens, être accepté dans le club des rois légitimes. Cette prudence lui vaut le mépris des républicains et des bonapartistes qui rêvent d'une France conquérante. L'Algérie devient le terrain d'expansion du nouveau régime. L'expédition lancée par Charles X en juin 1830 pour détourner l'attention de la crise politique interne se transforme en conquête coloniale. Louis-Philippe envoie des dizaines de milliers de soldats. La résistance algérienne, menée par l'émir Abd el-Kader, sera écrasée dans les années 1840 au prix de massacres et de destructions massives. La Révolution de juillet 1830 reste un événement ambigu dans l'histoire de France. D'un côté, elle montre la puissance du peuple parisien, capable de renverser un roi en 3 jours. Elle prouve que les Français n'accepteront plus jamais un retour pur et simple à l'ancien régime. Elle consacre définitivement les principes de 1789, la souveraineté nationale, l'égalité devant la loi, les libertés publiques. De l'autre côté, elle frustre les espoirs de ceux qui l'ont faite. Les ouvriers qui ont pris les armes ne gagnent rien. Leur situation sociale reste dramatique. Ils n'ont toujours pas le droit de vote, pas le droit de se syndiquer, pas le droit de faire grève. Les républicains qui voulaient la République se retrouvent avec un roi qu'ils n'ont pas choisi. Cette frustration va nourrir les mouvements révolutionnaires des années suivantes. Les socialistes comme Louis Blanc, Pierre-Joseph Proudhon ou Auguste Blanqui vont développer des théories qui dépassent le simple libéralisme politique pour réclamer la justice sociale. Les républicains vont s'organiser dans des sociétés secrètes qui préparent la prochaine révolution. Les historiens débattent encore aujourd'hui de la nature de cette révolution. Était-ce une vraie révolution ou un simple changement de dynastie orchestré par la bourgeoisie? Les marxistes voient en 1830 la prise de pouvoir de la bourgeoisie capitaliste qui écarte à la fois l'aristocratie de l'Ancien Régime et le peuple ouvrier. Les libéraux y voient l'affirmation du parlementarisme et des libertés publiques contre l'absolutisme royal. Ce qui est sûr, c'est que juillet 1830 crée un précédent. Il montre qu'une révolution peut réussir sans dégénérer en terreur, comme en 1793. Il prouve que Paris peut chasser un roi en quelques jours si le peuple est déterminé. Cette leçon sera retenue. En 1848, les Parisiens redescendront dans la rue et chasseront Louis-Philippe à son tour. En 1871, ils proclameront la Commune. La tradition révolutionnaire parisienne, née en 1789, renforcée en 1830, deviendra un élément central de l'identité politique française. Les barricades de juillet 1830 inspirent toute l'Europe. Victor Hugo leur consacre des pages inoubliables dans Les Misérables. Eugène Delacroix peint
La liberté guidant le peuple. Ce tableau emblématique où une femme au sein nu, coiffée du bonnet phrygien, brandit le drapeau tricolore au milieu des cadavres. Cette image devient l'icône de toutes les révolutions futures. Le drapeau tricolore lui-même acquiert une dimension mythique. Interdit sous la Restauration, il revient en force en juillet 1830. Il flotte sur les barricades, il est brandi par les insurgés, il devient le symbole de la liberté contre l'oppression. Aujourd'hui encore, c'est le drapeau de la République française, héritier direct de ces 3 journées de juillet. L'histoire retient les noms de Lafayette, de Louis-Philippe, de Thiers, mais elle oublie souvent les milliers d'anonymes qui ont fait la Révolution. Ces ouvriers imprimeurs qui ont fermé leurs ateliers le 26 juillet. Ces compagnons charpentiers qui ont construit les premières barricades rue Saint-Antoine. Ces femmes qui ont fabriqué des cartouches et soigné les blessés. Ces gamins qui ont servi de messagers entre les barricades. Un certain Archibald Allison, historien britannique qui visite Paris quelques semaines après les événements, note dans son journal « J'ai vu des rues entières où chaque pavé avait été arraché. Les barricades atteignaient parfois 3 mètres de haut et s'étendaient sur toute la largeur de la rue. Il aurait fallu de l'artillerie pour les détruire, et même alors, derrière chaque barricade prise, on en trouvait 10 autres. » Les registres des hôpitaux de Paris conservent les noms de certaines victimes. Jean-Baptiste Geoffroy, 23 ans, compagnon serrurier, mort d'une blessure par balle rue de la Verrerie. Marie Dupont, 37 ans, blanchisseuse, tuée par un éclat d'obus près de l'hôtel de ville. Pierre Morel, 16 ans, apprenti menuisier, tombé sur une barricade rue Saint-Martin. Ces vies brisées sont les vraies héroïnes de juillet 1830. Le gouvernement de Louis-Philippe fait élever en 1840 la colonne de juillet sur la place de la Bastille, à l'emplacement même de la forteresse détruite en 1789. Haute de 52 mètres, surmontée par le génie de la liberté, cette colonne porte les noms de 504 victimes officiellement reconnues des Trois Glorieuses. Mais ce chiffre est très inférieur au nombre réel de morts. Beaucoup de victimes n'ont jamais été identifiées, enterrées dans des fosses communes, disparues dans le chaos des combats. Sous la colonne, une crypte abrite les cercueils des victimes de juillet 1830, mais aussi ceux des révolutionnaires de 1848. La monarchie de juillet voulait honorer ses morts, mais la République de 1848 a jugé bon d'y ajouter les siens, comme pour signifier que toutes ces révolutions participent du même combat pour la liberté. Charles X mérite qu'on s'attarde sur son destin. Cet homme incarne parfaitement l'incapacité de l'aristocratie d'Ancien Régime à comprendre le monde moderne. Né en 1757, frère cadet de Louis XVI, il a grandi à Versailles, dans le luxe et l'insouciance. La Révolution de 1789 a été pour lui un traumatisme dont il ne s'est jamais remis. Son passage de 25 ans en exil, de 1789 à 1814, l'a coupé de la réalité française. Pendant que la France vivait la Révolution, l'Empire napoléonien, la transformation complète de sa société, Charles végétait dans les cours européennes en rêvant d'un retour impossible au passé. Quand il devient roi en 1824, il a 67 ans et des idées de 1788. Toute sa politique vise à restaurer l'Ancien Régime. Il veut rendre aux nobles leurs privilèges perdus, à l'Église son pouvoir confisqué, au roi son autorité absolue. Il ne comprend pas que la France a changé, que les paysans qui ont acheté les terres des nobles ne les rendront jamais, que la bourgeoisie qui s'est enrichie ne renoncera jamais à son pouvoir. Les ordonnances de juillet 1830 sont le sommet de cet aveuglement. Charles X croit sincèrement qu'il peut suspendre la liberté de la presse, dissoudre la Chambre élue, modifier les règles électorales et que les Français vont accepter cela sans broncher. Il vit dans un tel déni de réalité qu'il va à la chasse le 27 juillet pendant que Paris se couvre de barricades. Son entourage n'arrange rien. Polignac et les ultra-royalistes qui le conseillent sont aussi déconnectés que lui. Ils vivent dans une bulle, entre eux, convaincus que le peuple les aime et que seuls quelques agitateurs causent les troubles. Quand Marmont leur dit que la situation est désespérée, ils ne le croient pas. L'exil final de Charles X est pathétique. En Angleterre d'abord, puis en Écosse, il vit comme un roi sans royaume, entouré d'une petite cour d'émigrés fidèles qui continuent à observer l'étiquette de Versailles.
Il refuse d'accepter l'abdication qu'on lui a extorquée, considère que son petit-fils est le roi légitime, publie des manifestes que personne ne lit. En 1832, il part pour Prague où l'empereur d'Autriche lui offre l'hospitalité. Là-bas, dans le château de Radčin, il continue sa vie de roi en exil. Il maintient une cour miniature, donne des audiences, reçoit des hommages. Mais ce n'est qu'une comédie. Un théâtre d'ombres où des vieillards nostalgiques jouent à faire semblant. Il meurt le 6 novembre 1836 du choléra à Görz, ville autrichienne de l'Adriatique. Ses derniers mots auraient été « Que Dieu pardonne aux Français comme je leur pardonne ». Même à la mort, il ne comprend pas. Il se voit en victime, en martyr d'un peuple ingrat, alors qu'il a simplement été un roi incompétent, incapable de gouverner une nation qui avait changé pendant qu'il rêvait du passé. Louis-Philippe représente tout ce que Charles X détestait. Là où Charles X incarnait la noblesse des paix, la tradition, le catholicisme intransigeant, Louis-Philippe incarne la bourgeoisie, le pragmatisme, le libéralisme modéré. Mais cette différence de style ne doit pas masquer une réalité. Louis-Philippe reste un roi, avec tous les défauts que cela implique. Sa jeunesse aventureuse lui a donné une expérience que Charles X n'avait pas. Il a connu l'exil, la pauvreté relative, il a dû travailler pour vivre quand il était en Amérique, il a enseigné les mathématiques en Suisse sous un nom d'emprunt. Ces expériences l'ont rendu plus réaliste, plus conscient des réalités du monde moderne. Mais Louis-Philippe est aussi un homme qui a trahi tous les camps. Révolutionnaire en 1792, il a combattu à Valmy. Émigré en 1793, il a fui la France quand la terreur est devenue trop dangereuse. Rentré sous la Restauration, il a joué le jeu des Bourbons tout en cultivant son image de prince libéral. En 1830, il profite de la révolution faite par d'autres pour monter sur le trône. Son règne déçoit rapidement ceux qui espéraient des changements profonds. Louis-Philippe gouverne pour la bourgeoisie et uniquement pour elle. Les ouvriers restent exclus du pouvoir. Les républicains sont réprimés. La politique sociale est inexistante. Guizot, son Premier ministre, résume parfaitement la philosophie du régime. Enrichissez-vous. Si vous êtes pauvre, c'est votre faute. Si vous voulez voter, devenez riche. Cette étroitesse de vue finira par perdre Louis-Philippe. En 1848, quand une nouvelle révolution éclatera, déclenchée par l'interdiction d'un banquet réformiste, le roi n'aura aucun soutien. La bourgeoisie elle-même l'abandonnera, lassée de sa politique trop conservatrice. Louis-Philippe devra abdiquer et fuir en Angleterre, déguisé sous le nom de Monsieur Smith. Même sa fuite sera bourgeoise et ridicule. Il mourra en exil en 1850, 2 ans après sa chute. Contrairement à Charles X qui n'a jamais rien compris, Louis-Philippe aura au moins eu la lucidité de voir venir sa fin. Dans ces dernières années, il reconnaîtra qu'il aurait dû faire des réformes, élargir le droit de vote, améliorer le sort des ouvriers. Mais ces regrets tardifs ne changent rien. Lui aussi a raté sa chance de moderniser la France en douceur. Avec le recul, la Révolution de juillet 1830 apparaît comme une répétition générale de la Révolution de février 1848. Les deux suivent le même schéma. Une crise politique déclenchée par un roi têtu, 3 journées d'insurrection parisienne, des barricades dans toute la ville, la fuite du roi, une révolution confisquée par les modérés au détriment des radicaux. En 1830, ce sont les députés libéraux qui confisquent la Révolution au profit de Louis-Philippe. En 1848, ce seront les républicains modérés qui prendront le pouvoir avant d'être eux-mêmes débordés par les socialistes. Les 2 fois, les ouvriers qui ont fait la Révolution se retrouvent sans rien. Les 2 fois, la répression finit par frapper ceux qui ont combattu sur les barricades. Mais 1830 enseigne aussi aux révolutionnaires comment faire tomber un régime. La technique des barricades devient une science. Les insurgés de 1848 perfectionneront les méthodes mises au point en 1830. Ils construiront des barricades encore plus hautes, encore plus solides, encore mieux défendues. La Commune de Paris en 1871 utilisera les mêmes tactiques. Les 3 journées de juillet 1830 prouvent aussi qu'un régime peut s'effondrer très vite si personne ne le défend. Charles X disposait d'une armée, de la police,
de toute la machine d'État. Mais quand les soldats ont refusé de tirer sur le peuple, quand les fonctionnaires ont fait défection, tout s'est écroulé en 72 heures. Cette leçon sera méditée par tous les régimes suivants. La Révolution de juillet 1830 marque profondément la culture française. Elle coïncide avec l'apogée du romantisme, ce mouvement littéraire et artistique qui exalte la passion, la liberté, la révolte contre l'ordre établi. Les écrivains romantiques voient dans les Trois Glorieuses l'incarnation de leurs idéaux. Victor Hugo, qui n'a que 28 ans en 1830, est enthousiasmé. Il écrit dans les années suivantes plusieurs textes célébrant la Révolution. Son recueil de poèmes, Les Chants du crépuscule, contient des vers exaltant les combattants de Juillet. Plus tard, les Misérables mettront en scène les barricades parisiennes, même si Hugo décrit celles de 1832 plutôt que celles de 1830. Alexandre Dumas participe personnellement au combat. Ce mulâtre fils d'un général de Napoléon se bat sur plusieurs barricades pendant les 3 journées. Il racontera plus tard ses souvenirs dans ses mémoires. Cette expérience nourrit son œuvre future, notamment ses romans historiques qui exaltent l'action, le courage, la lutte pour la liberté. Stendhal publie en 1830 Le Rouge et le Noir, roman qui décrit la société française de la Restauration avec une lucidité cruelle. Son héros, Julien Sorel, incarne la jeunesse ambitieuse et frustrée qui va faire la Révolution. Le livre paraît quelques mois avant juillet 1830, comme une prémonition. Balzac commence à cette époque la comédie humaine, cette fresque monumentale de la société française. La Révolution de 1830 et ses conséquences traversent toute son œuvre. Il décrit la montée de la bourgeoisie, l'enrichissement brutal de certains, la misère des autres, les transformations économiques et sociales que connaît le pays. En peinture, Delacroix crée en 1830 La liberté guidant le peuple, probablement le tableau le plus célèbre jamais consacré à une révolution. Cette femme qui brandit le drapeau tricolore, entourée de combattants de toutes classes sociales, devient l'image même de la liberté en lutte. Le tableau est acheté par l'État, mais jugé trop subversif. Il sera caché pendant des années avant d'être exposé au Louvre. Honoré Daumier multiplie les caricatures contre Louis-Philippe. Ses dessins transforment le roi en poire, symbole parfait de la bourgeoisie repue et satisfaite. Ces caricatures lui valent plusieurs condamnations et quelques mois de prison, mais elles font le tour de Paris et contribuent à discréditer le régime. La musique aussi célèbre juillet 1830. Hector Berlioz compose sa symphonie fantastique en 1830. Dans la Marseillaise, hymne révolutionnaire interdit sous la Restauration, revient en force. On la chante dans les rues pendant les 3 journées. Elle devient l'hymne officieux de la monarchie de Juillet, avant de devenir l'hymne national définitif de la République. Que peut-on retenir politiquement de juillet 1830 ? Plusieurs leçons se dégagent, qui restent valables aujourd'hui. La première est qu'un pouvoir qui perd contact avec la réalité sociale est condamné. Charles Bodis vivait dans une bulle, entouré de courtisans qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Il ne voyait pas la misère du peuple, ne comprenait pas les aspirations de la bourgeoisie, ne mesurait pas la fragilité de son régime. La deuxième leçon est que la force militaire ne suffit pas à maintenir un régime impopulaire. Charles Bodis avait une armée, mais cette armée était composée d'hommes qui venaient du peuple. Quand on leur a demandé de tirer sur leurs frères, sur leurs voisins, sur leurs camarades, ils ont refusé. Un régime qui ne peut compter que sur la répression pour se maintenir est déjà mort. La troisième leçon est que les révolutions sont souvent confisquées par ceux qui ne les ont pas faites. Les ouvriers parisiens ont renversé Charles X, mais ce sont les députés libéraux qui ont pris le pouvoir. Cette frustration alimente les révolutions suivantes. En 1848, les socialistes tenteront d'aller plus loin. En 1871, la Commune essaiera de construire un pouvoir populaire autonome. La quatrième leçon est que les compromis ne satisfont personne. Louis-Philippe est un compromis entre la monarchie et la République, entre l'ancien régime et le monde moderne. Résultat, les royalistes le détestent parce qu'il n'est pas assez roi, et les républicains le détestent parce qu'il est trop roi. Les régimes bâtards ont rarement un avenir solide. La cinquième leçon est que les révolutions urbaines ne font pas tout.
Paris peut chasser un roi en 3 jours, mais la province suit-elle? En 1830, la province accepte le changement de dynastie sans trop broncher, mais elle reste largement monarchiste et conservatrice. Le divorce entre Paris révolutionnaire et la France profonde conservatrice va marquer toute l'histoire française du XIXe siècle. Près de 2 siècles après, que reste-t-il de juillet 1830? Beaucoup de choses, en réalité. D'abord, la tradition révolutionnaire française. La France est le seul pays d'Europe où le peuple a chassé des rois à 3 reprises, en 1792, en 1830 et en 1848. Cette capacité à renverser le pouvoir par l'insurrection populaire reste inscrite dans l'imaginaire collectif français. Les barricades sont devenues un symbole. Chaque fois qu'un mouvement social veut marquer sa détermination, il érige des barricades. En mai 68, les étudiants parisiens construisent des barricades dans le quartier latin. En 2023, lors des manifestations contre la réforme des retraites, des barricades apparaissent à nouveau dans certaines villes. Le geste reste le même, bloquer l'espace public, marquer physiquement sa résistance. Le drapeau tricolore est lui aussi un héritage direct de 1830. Adopté pendant la Révolution de 1789, interdit sous la Restauration, il revient en force en juillet 1830 et ne quittera plus la France. Aujourd'hui, c'est le symbole de la République française, présent partout, des mairies aux monuments publics. Mais il garde sa dimension révolutionnaire, son association avec les luttes populaires. La colonne de Juillet, place de la Bastille, rappelle aux Parisiens et aux touristes que leur ville a été le théâtre de ces événements. Chaque 14 juillet, quand les Français célèbrent leur fête nationale, ils célèbrent certes la prise de la Bastille de 1789, mais aussi toute la tradition révolutionnaire dont juillet 1830 fait partie. Sur le plan institutionnel, 1830 marque une étape importante. La monarchie constitutionnelle instaurée alors reconnaît que le roi tient son pouvoir de la nation, pas de Dieu. C'est une révolution mentale considérable. Même si Louis-Philippe reste un roi, il est roi des Français, pas roi de France. Cette formule, apparemment anodine, signifie que la souveraineté appartient au peuple, pas au monarque. Cette idée de souveraineté populaire, née en 1789, renforcée en 1830, finira par triompher définitivement en 1870 avec l'établissement de la Troisième République. Depuis lors, la France est une république, et plus personne ne songe sérieusement à restaurer la monarchie. On peut dire que juillet 1830 est une étape décisive dans cette évolution. La révolution de juillet 1830 reste une révolution inachevée. Elle a chassé un roi, mais en a mis un autre à sa place. Elle a affirmé des principes de liberté, mais les a réservés aux riches. Elle a mobilisé le peuple, mais l'a exclu du pouvoir. Cette contradiction fondamentale explique pourquoi juillet 1830 n'est qu'une étape dans un processus révolutionnaire qui va durer tout le XIXe siècle. Les 3 journées de juillet montrent la puissance du peuple parisien quand il se soulève. En 72 heures, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, armés seulement de leur colère et de quelques fusils, renversent un roi qui dispose d'une armée régulière. Cette démonstration de force impressionne toute l'Europe et inspire les mouvements révolutionnaires pendant des décennies. Mais ces mêmes 3 journées montrent aussi les limites de l'insurrection spontanée. Sans organisation politique solide, sans programme clairement défini, le mouvement populaire se laisse facilement manipuler par les élites bourgeoises qui savent ce qu'elles veulent et comment l'obtenir. Les ouvriers font la révolution, les bourgeois en récoltent les fruits. Charles X incarne un monde qui ne reviendra plus. Après 1830, plus aucun roi français ne pourra prétendre gouverner par la grâce de Dieu sans tenir compte de l'opinion publique. Plus aucun régime ne pourra ignorer les aspirations du peuple sans risquer d'être renversé. La révolution de 1789 a ouvert une brèche dans l'ancien régime, juillet 1830 l'a élargie au point de la rendre irréversible. Louis-Philippe pensait pouvoir stabiliser le pays en offrant un compromis entre monarchie et république. Il s'est trompé. Les compromis ne créent que des situations instables qui ne satisfont personne. La monarchie de juillet durera 18 ans, mais ce sera 18 ans de tension, d'émeutes, de répression, avant qu'une nouvelle révolution en 1848 n'emporte le régime.
Les Trois Glorieuses prouvent aussi que l'histoire ne se répète jamais exactement. Charles d'Indice a cru pouvoir gouverner comme Louis XIV, en monarque absolu. Il a découvert que le XVIIe siècle était définitivement terminé. Louis-Philippe a cru pouvoir satisfaire la bourgeoisie en ignorant les ouvriers. Il a découvert que les questions sociales ne disparaissent pas simplement parce qu'on refuse de les voir. Cette révolution a créé des symboles qui nous accompagnent encore. Le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics français. La colonne de Juillet domine la place de la Bastille. Les tableaux de Delacroix ornent les musées. Les livres de Hugo, Balzac, Stendhal continuent d'être lus. Tout cela forme un héritage culturel vivant qui dépasse largement le simple événement historique. Sur le plan européen, Juillet 1830 a montré que les régimes établis au Congrès de Vienne en 1815 n'étaient bêtes pas éternels. Les révolutions qui suivent en Belgique, en Pologne, en Italie, même si elles échouent pour la plupart, prouvent que les peuples européens aspirent à la liberté et à l'indépendance nationale. Le principe des nationalités, l'idée que chaque peuple a le droit de se gouverner lui-même, prend une force nouvelle après 1830. La Révolution de Juillet révèle aussi les contradictions du libéralisme du XIXe siècle. Les libéraux veulent la liberté politique mais refusent l'égalité sociale. Ils réclament des droits pour eux-mêmes mais les refusent aux classes populaires. Cette hypocrisie finira par se retourner contre eux. Les mouvements socialistes et communistes, qui se développent après 1830, dénoncent cette contradiction et réclament une égalité réelle, pas seulement formelle. Les barricades de juillet 1830 deviennent un modèle pour tous les mouvements révolutionnaires futurs. Leur efficacité tactique impressionne, leur dimension symbolique fascine. Elles représentent la capacité du peuple à transformer l'espace urbain en champ de bataille, à reprendre le contrôle de sa ville, à défier le pouvoir sur son propre terrain. Cette dimension urbaine de la Révolution restera une caractéristique française. L'échec relatif de 1830 enseigne aux révolutionnaires qu'il ne suffit pas de renverser un régime, il faut aussi construire quelque chose à sa place. Les républicains de 1848 retiendront la leçon. Quand ils proclameront la Deuxième République, ils essaieront d'aller plus loin, d'instaurer le suffrage universel masculin, de créer des ateliers nationaux pour les chômeurs. Ils échoueront aussi, mais ils auront au moins tenté. La question du droit de vote reste centrale. En 1830, 200 000 électeurs sur 33 millions d'habitants, c'est dérisoire. Cette exclusion de la majorité du peuple crée une frustration immense. Elle alimente toutes les révoltes suivantes. Le suffrage universel masculin, instauré en 1848, puis définitivement en 1871, sera une conquête majeure, fruit indirect des luttes de 1830. La mémoire de juillet 1830 s'est progressivement estompée au fil du temps. La Révolution de 1789 et la Commune de 1871 ont pris plus de place dans l'imaginaire collectif français. Mai 68 a également occulté les révolutions du XIXe siècle. Pourtant, les Trois Glorieuses restent un moment clé, une charnière entre l'ancien régime définitivement mort et le monde moderne en train de naître. Les historiens continuent de débattre de l'importance réelle de cette révolution. Certains y voient un simple ajustement dynastique sans conséquences profondes. D'autres y décèlent une étape décisive dans la démocratisation de la France. La vérité se situe probablement entre les deux. Juillet 1830 n'a pas tout changé, mais rien n'a plus jamais été pareil après. Ce qui reste indiscutable, c'est la capacité du peuple parisien à faire basculer l'histoire en quelques jours. Cette leçon traverse tout le XIXe siècle français. Les gouvernants savent désormais qu'ils doivent compter avec Paris, cette ville qui peut à tout moment s'embraser et renverser un régime. Cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque pouvoir explique en partie l'instabilité chronique de la France au XIXe siècle. La Révolution de juillet 1830 clôt définitivement l'époque de la Restauration. Les Bourbons ne reviendront plus jamais. Leur tentative de ressusciter l'ancien régime s'est soldée par un échec total. Le message est clair. On ne remonte pas le temps. On ne peut pas faire comme si la Révolution de 1789 n'avait jamais eu lieu. L'histoire avance, quoi qu'en pensent les nostalgiques du passé. Pour les contemporains, juillet 1830 représente un moment d'espoir immense. On croit qu'une nouvelle ère commence,
que la liberté va enfin triompher, que le peuple va obtenir justice. Ces espoirs seront déçus, mais leur existence même prouve que quelque chose s'est passé, qu'un seuil a été franchi, qu'une nouvelle étape a été atteinte dans la longue marche vers la démocratie. Les 3 journées de juillet restent un moment où tout devient possible. Pendant 72 heures, le pouvoir établi s'effondre et rien n'a encore pris sa place. C'est un moment de liberté absolue, de puissance populaire, où le peuple sent qu'il est le maître de son destin. Cette expérience, même brève, même suivie d'une déception, marque profondément ceux qui la vivent. Les générations suivantes continueront de se référer à juillet 1830 comme à un moment fondateur. Les républicains y voient dans la preuve qu'on peut vaincre la tyrannie. Les socialistes y voient dans la preuve que le peuple peut prendre les armes. Les anarchistes y voient la preuve qu'on peut se passer de l'État, au moins temporairement. Chacun y trouve ce qu'il cherche, ce qui prouve la richesse de l'événement. L'Europe entière observe la France en juillet 1830. Les cours royales tremblent. Les peuples opprimés reprennent espoir. Les révolutionnaires de tous les pays étudient les méthodes des insurgés parisiens. La Révolution française retrouve son caractère universel, sa dimension d'exemple pour tous ceux qui luttent pour la liberté. Paris redevient pour quelques semaines la capitale de la Révolution mondiale. Mais cette dimension européenne a aussi ses limites. Louis-Philippe déçoit tous ceux qui espéraient que la France révolutionnaire allait soutenir les autres peuples en lutte. La politique étrangère prudente, voire lâche, de la monarchie de Juillet montre que les intérêts nationaux priment sur la solidarité révolutionnaire. Cette trahison des espoirs internationaux sera l'une des grandes déceptions de l'époque. Les 3 journées de juillet montrent enfin que les révolutions sont imprévisibles. Personne n'avait prévu que la publication des ordonnances déclencherait une insurrection générale. Charles X lui-même était convaincu que tout allait bien se passer. Marmont pensait pouvoir rétablir l'ordre facilement. Les députés libéraux espéraient un compromis négocié. Tous se sont trompés. L'histoire avance souvent par bonds imprévisibles que personne n'a vraiment anticipés. Cette imprévisibilité rend l'histoire passionnante, mais aussi terrifiante pour les gouvernants. Comment prévoir la prochaine révolution? Comment savoir si telle mesure va déclencher une insurrection? Les régimes qui suivront juillet 1830 vivront dans la hantise permanente d'une nouvelle explosion populaire. Cette peur explique en partie la répression féroce des mouvements ouvriers et républicains sous la monarchie de Juillet. Au final, juillet 1830 reste une révolution paradoxale, victorieuse sur le plan militaire puisqu'elle chasse un roi en 3 jours, manquée sur le plan politique puisqu'elle aboutit à un nouveau roi au lieu d'une république, féconde sur le plan symbolique puisqu'elle nourrit l'imaginaire révolutionnaire pour des décennies, décevante sur le plan social puisqu'elle n'améliore en rien le sort des classes populaires. Ce mélange de victoire et de défaite, d'espoir et de déception, de puissance et d'impuissance, caractérise toute l'histoire révolutionnaire française du XIXe siècle. Les Français apprendront lentement, difficilement, au prix de nombreuses révolutions et contre-révolutions, à construire une démocratie stable. Juillet 1830 n'est qu'une étape, importante certes, mais seulement une étape dans ce long processus. Les barricades se sont effondrées depuis longtemps. Les combattants sont tous morts depuis plus d'1 siècle. Les régimes qu'ils ont renversés ou instaurés ont eux-mêmes disparu. Mais quelque chose persiste de ces 3 journées de juillet. Une certaine idée de la liberté, une certaine capacité de révolte, une certaine fierté populaire. Les Parisiens de 1830 nous ont transmis quelque chose de précieux. La conviction qu'aucun pouvoir n'est éternel, qu'aucune oppression n'est acceptable, qu'un peuple déterminé peut toujours changer son destin. C'est peut-être là l'héritage le plus profond de la Révolution de juillet 1830. Non pas tel ou tel changement institutionnel, non pas tel ou tel régime politique, mais cette conviction ancrée dans la conscience collective que le peuple est souverain, que son pouvoir est supérieur à celui de n'importe quel roi, et que lorsqu'il descend dans la rue, rien ne peut l'arrêter. Cette leçon-là traverse les siècles et reste d'actualité.